Cette présentation sera consacrée aux mémorialistes et aux épistoliers du XVIIe siècle. On prendra le temps de définir ces genres particuliers que sont l'épistolaire et les mémoires pour en cerner les spécificités. On abordera ensuite quelques représentants majeurs de ces genres, Madame de Sévigné, le cardinal de Rais et enfin le duc de Saint-Simon. Commençons par le genre épistolaire. Une œuvre épistolaire est une œuvre composée d'un échange de lettres qui peuvent être réelles ou fictives. Dans ce dernier cas, on parle de roman épistolaire. Le roman épistolaire connaît un fort essor dans la seconde moitié du siècle, dans le temps même où l'on publie de nombreuses correspondances de personnages illustres ou religieux. Parmi les romans épistolaires qui eurent beaucoup de succès, le cas des lettres portugaises, publiées sans nom d'auteur en 1669, mérite d'être cité, car il constitue aussi un exemple de supercherie littéraire. Vous pouvez lire une présentation et des extraits de cette œuvre dans votre brochure, page 61-62. On crut ces lettres écrites par une religieuse portugaise, Marianne, dont les 5 lettres sont présentées comme des documents authentiques. Guireg, le véritable auteur, se présente seulement comme un traducteur et un passeur de ces lettres prétendument véritables. Or, il n'en est rien. C'est bien lui qui compose ces lettres et cette histoire d'amour malheureuse. Un autre cas est celui où l'on publie une correspondance réelle, qui relève alors de l'écriture privée et qui n'est au départ pas pensée pour être publiée. L'épistolaire est un genre qui s'écrit à la première personne et qui favorise donc l'expression de soi et de son intériorité lorsque le destinataire s'y prête. La lettre peut donner à voir la vie intime de son auteur ou du personnage lorsqu'il s'agit d'une lettre fictive. Mais elle permet également de faire entendre plusieurs voix lorsque l'on a également les réponses. C'est donc un genre éminemment polyphonique. Enfin, la lettre étant alors le seul moyen de communication entre des personnes à distance, elle sert à communiquer dans un sens plus large. Loin de se limiter à la seule vie intime, la lettre peut aussi informer sur l'actualité d'une époque donnée et porter les traces de la petite comme de la grande histoire. Une des plus grandes épistolières du XVIIe siècle est Marie-Chantal de Rabutin, la marquise de Sévigné. Elle naît en 1626 et meurt en 1696, dans une famille de bonne noblesse bourguignonne. Elle est vite orpheline, et dès 1633, elle est alors confiée à son oncle qui est abbé. Elle reçoit chez lui une instruction poussée qui lui permet d'acquérir une grande culture et une certaine érudition. Elle connaît le latin. Si l'apprentissage de cette langue est commun pour les jeunes hommes lettrés, il ne fait habituellement pas partie de l'éducation d'une jeune fille. Elle épouse à 18 ans le marquis Henri de Sévigné, duquel elle a 2 enfants, mais devient veuve dès 25 ans car il meurt en duel. Elle mène alors une vie parisienne et mondaine au cours de laquelle elle côtoie les intellectuels de son temps, comme par exemple le grammairien Ménage ou encore le poète et académicien Chapelain. Elle fréquente également le fameux salon de Rambouillet et se consacre à l'éducation de ses 2 enfants. Un événement marquera un tournant décisif dans sa vie. Le mariage de sa fille au comte de Grignan, lieutenant général en Provence. Sa fille quitte donc Paris pour la Provence en 1671. Cette séparation marque le début de la correspondance entre Madame de Sévigné et sa fille, qui constituera a posteriori l'essentiel de son œuvre. Nous avons à ce jour environ 1400 lettres de la marquise, à sa fille essentiellement, mais aussi à d'autres destinataires. Notons que la totalité des lettres écrites par Madame de Sévigné ne nous sont pas parvenues, mais surtout que les réponses apportées par sa fille n'ont pas été conservées. C'est donc à une correspondance à sens unique que nous avons accès aujourd'hui. Cette séparation est vécue comme un déchirement par Madame de Sévigné, et sa correspondance est souvent considérée comme un chef-d'œuvre de l'expression de l'amour maternel et passionné. Le caractère privé de ces lettres permet les épanchements sincères de la part de Madame de Sévigné. Elle confie à sa fille ses états d'âme, ses pensées, ses réflexions, mais aussi ce qui occupe son quotidien. À côté de ce volet intime, on trouve également un volet public. Madame de Sévigné, pour distraire sa fille de la vie provençale, raconte également les faits d'actualité touchant à la vie parisienne et à la cour de Louis XIV.
On trouve donc dans ces lettres une chronique vivante du dernier tiers du XVIIe siècle. Vous trouverez des extraits de ces lettres dans votre brochure, pages 70 à 72, qui montrent bien ces deux aspects évoqués, le privé et le public. La première, page 70, est un exemple du haut degré de l'expression de l'amour maternel dont Madame de Sévigné fait preuve. La deuxième, adressée à son cousin, annonce dans un style vif et plaisant un événement politique et mondain de premier ordre, le mariage de Monsieur de Lauzun et de Mademoiselle, cousine germaine du roi. Ce mariage marque l'actualité et connaîtra de nombreux rebondissements que l'on retrouve dans d'autres lettres de la marquise. Plus que la connaissance objective du fait historique, l'œuvre de Madame de Sévigné nous donne accès aux réactions d'une partie de l'opinion publique et à la mentalité d'une époque et d'une classe. La publication des lettres de Madame de Sévigné ne va pas de soi. Cette correspondance, contrairement aux romans épistolaires, par exemple, n'a pas été écrite dans le but d'être publiée. Si Madame de Sévigné était consciente de ses talents d'écriture et du caractère plaisant que pouvait avoir son style, qui emprunte beaucoup à l'art de la conversation, elle n'écrit pas en pensant faire une œuvre littéraire. Ce n'est qu'après sa mort en 1697 que son cousin Bussy-Rabutin propose de publier un choix d'une centaine de lettres, dont certaines avaient déjà circulé dans les milieux lettrés du vivant de la marquise. Puis, c'est la petite-fille de Madame de Sévigné, Madame de Simiane, qui poursuit cette publication encore fragmentaire en 1726. Il faudra attendre les années 1950 pour qu'une édition de l'ensemble de la correspondance qui nous soit parvenue soit publiée, soit environ 1200 lettres. Un autre genre se trouve ainsi à la frontière du privé et du public, celui des mémoires. Précisons d'emblée qu'il s'agit d'un nom masculin. Les mémoires relatent les événements dont un auteur a été témoin au cours de sa vie et écrit à la première personne. Bien que ce soit un genre proche de l'autobiographie, il s'en distingue nettement en ne mettant pas l'accent sur la vie personnelle de l'auteur, sur sa formation en tant qu'individu ou bien sa psychologie, bien que ces éléments puissent être présents ponctuellement au cours du récit. L'auteur met plutôt en lumière les faits historiques dont il a été le témoin direct ou indirect, et peut proposer une véritable chronique de son temps. Il se différencie également du traité d'histoire, en assumant la dimension subjective et partielle de son récit. Il s'agit bien de raconter l'histoire, mais d'un point de vue singulier. L'auteur écrit en son nom propre et s'autorise à intégrer dans le récit des faits ses propres commentaires et ses propres réflexions. Ses œuvres présentent un intérêt documentaire et historique, tout en bénéficiant d'une plus grande liberté de ton qu'un traité d'histoire. L'un des mémorialistes les plus célèbres du XVIIe siècle est le cardinal de Rais. Il naît en 1613 et meurt en 1679. Il embrasse une carrière ecclésiastique et en 1650 devient cardinal, c'est-à-dire l'un des plus hauts dignitaires de l'Église catholique. Il connaît une vie très mouvementée et prend part aux luttes de pouvoir de son temps. Notamment, il intrigue contre Richelieu et participe à la Fronde. Cela lui vaudra d'être emprisonné et condamné à l'exil pendant 10 ans. Lorsqu'il rentre en France, en 1661, il se retire dans ses terres et compose ses mémoires à partir de 1665. Il ne semble pas que le cardinal de Rais ait alors un véritable projet de publier son récit. En effet, ses mémoires ne seront publiées qu'à titre posthume en 1717. Ces mémoires attirent l'attention par l'intérêt historique et documentaire qu'ils présentent. Cependant, n'oublions pas qu'il s'agit d'un genre où la subjectivité a toute sa place. Le cardinal de Rais a été un témoin privilégié de nombreux événements historiques majeurs, mais ils nous sont rapportés par la plume ouvertement partiale et passionnée du cardinal. La chronologie des faits s'accompagne de portraits féroces de ses contemporains, comme de Richelieu ou de Mazarin, mais aussi de commentaires personnels et de maximes morales. On retient du cardinal de Rais sa maîtrise de la langue classique, de l'éloquence et de l'ironie.
Vous trouvez ici une capture des pages du manuscrit des Mémoires du cardinal, accessible sur le site internet Gallica. Il s'agit d'une ressource de la Bibliothèque nationale de France où vous pouvez accéder à de nombreux textes et manuscrits numérisés de façon libre et gratuite. Vous pouvez constater la grande netteté de ce manuscrit comportant peu de ratures. Enfin, terminons avec un autre mémorialiste célèbre, un auteur à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le duc de Saint-Simon. Il naît en 1675 et meurt en 1755, et vit à la cour de Versailles à partir de 1702. Il a donc connu la fin du règne de Louis XIV, et l'essentiel de ses mémoires sont consacrés à ces années, puis à celle de la Régence qui débute en 1715. Ce texte constitue une chronique de la vie à la cour de Versailles et présente un témoignage historique précieux. Saint-Simon se pose en témoin. Il se présente lui-même dans le sous-titre de son œuvre comme un observateur véridique des règnes qu'il a connus. Toutefois, comme dans tout mémoire, le regard subjectif et partial de l'auteur est bien présent. Il est très critique envers la cour, ses protocoles et ses habitants, et dresse d'impitoyables portraits des courtisans, où il déploie toute son ironie. On peut donc retenir l'aspect paradoxal de cet écrivain, car il est lui-même un acteur de la vie versaillaise, qu'il critique pourtant de façon acerbe. Il ne faut pas chercher à résoudre les apparentes contradictions qui font la richesse et l'intérêt de l'œuvre de Saint-Simon. L'homme en lui-même, par la rigidité des principes aristocratiques qu'il affiche, semble appartenir au XVIIe siècle. Pourtant, par son écriture féroce et critique, il peut déjà s'apparenter aux Lumières du siècle suivant. L'ouvrage complet ne sera publié que de façon posthume, par un descendant du duc, en 1830. Il y recevra un accueil très favorable des romantiques. Vous aurez l'occasion de revenir sur cet auteur au début du semestre prochain dans le cours d'histoire littéraire consacré au XVIIIe siècle. Concluons par un bilan rapide sur ces genres que sont les mémoires et l'épistolaire. Leur caractéristique commune est de jouer sur la frontière entre le privé et le public. On peut parfois les classer parmi les genres autobiographiques, bien que certaines caractéristiques les distinguent de ce type d'écriture. Les mémoires et l'épistolaire empruntent bien au réel, et l'auteur s'engage personnellement dans ses écrits qui portent les traces plus ou moins importantes de sa vie. Mais contrairement à l'autobiographie, il ne s'agit pas de restituer la formation et la vie d'un individu. L'épistolaire, et plus encore les mémoires, sont des genres ouverts sur l'actualité. Ils sont des documents précieux pour la reconstitution historique d'une époque. Leur caractère subjectif offre une perspective différente et enrichissante par rapport à un traité d'histoire. C'est au lecteur de faire preuve de vigilance et d'esprit critique lors de sa lecture pour démêler ce qui relève de l'histoire et de ce qui relève de l'interprétation de l'auteur. Toutefois, on pourrait arguer que cette vigilance est de mise lors de toute lecture à prétention historique et à juste titre. Ne faisons d'ailleurs pas de procès aux mémorialistes et aux épistoliers. Le point de vue subjectif est pleinement affiché, ne serait-ce que par l'emploi de la première personne, et le lecteur doit intégrer ce pacte de lecture qui peut rester implicite. Enfin, les conditions de publication sont très souvent un point à considérer avec attention pour ces œuvres, qui ne sont pas toujours destinées à la publication. C'est particulièrement le cas pour les lettres, mais aussi pour les mémoires. Notons que l'écriture des mémoires est un geste aristocratique par excellence. Il s'agit alors encore de raconter une vie qui se présente comme hors du commun, par son expérience propre, ou par les événements dont l'auteur a pu être témoin. Un des objectifs est donc bien de garder une trace des événements, et éventuellement d'en diffuser la mémoire, mais pas de publier au sens commercial du terme. De plus, le caractère sensible de ces textes, qui peuvent porter une charge satirique ou polémique forte contre la politique, les institutions ou les puissants qui sont contemporains à l'auteur, peuvent parfois expliquer la publication restreinte ou posthume. Ces textes constituent en tout cas des témoignages précieux pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais en passant par un style qui s'autorise à être vif et personnel, et surtout dans des genres plus libres que les traités.